Pour finir cette matinée, on va passer à la deuxième table ronde de la journée. Une table ronde qui s'intitule Écosystème PSL. Vous souhaitez lancer votre start-up. Il et elle, puisque ce n'est pas moi, sommes là pour vous accompagner. Je vais appeler du coup sur scène Amine Mbarkin, Cédric Denis-Rémy, Jean-Michel Dalle, Alix Delacoste, Antoine Tenière, si je le dis bien, et Anne-Sophie Carrez. Merci beaucoup à vous d'être... On peut les applaudir s'il vous plaît. Merci pour cette table ronde. Vous avez 45 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors, si je ne me trompe pas, je vais pouvoir garder mon téléphone, non pas par question d'intoxication, mais on va pouvoir prendre également des questions du public et on va pouvoir prendre également des questions pour ceux qui sont en salle. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire 20-25 minutes et puis de prendre des questions. Alors, ça a été une table ronde difficile à organiser parce que lorsqu'on se pose la question de l'écosystème de PSL, il aurait fallu inviter tout le monde et il a fallu faire des choix. Alors, dans notre vision de l'écosystème, quand on a travaillé à la conception de cette table ronde, on s'est dit, bon, en 2022, de quoi on a besoin quand on est un start-upper? On a besoin d'argent. Voilà, toujours. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des sources de financement, puisqu'on essaye de couvrir toute la chaîne de valeur, du début du laboratoire, avec les prototypages, jusqu'au fond et l'accompagnement. Donc, on aura la chance de parler d'argent. Aujourd'hui, on pourra poser des questions sur est-ce qu'on peut avoir de l'argent quand on est entrepreneur. Et puis, on s'est posé aussi une question, mais il faut un écosystème pour accompagner. Il faut un peu comme les chercheurs d'or, il faut des qui vendent des pelles et des pioches. Et donc, on est très, très content, puisqu'on va avoir deux tiers-lieux. Alors, vous savez, aujourd'hui, on a des incubateurs, des accélérateurs, des start-up studios. On va leur poser des questions sur savoir qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font pour ces entrepreneurs. Mais ce qui est quand même le plus important, c'est qu'il faut quand même des talents, il faut des entrepreneurs. Et notre président Alain Fuchs l'a rappelé en introduction, notre modèle hérité de Jacques Lévinaire, c'est quand même d'essayer d'accompagner un maximum nos chercheurs vers la création d'entreprises, nos doctorants, nos post-doctorants. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous dire que c'est possible. Et il a fallu trouver le mouton à 5 pattes. Alors on en avait plusieurs, on en a trouvé un qui est un mouton à 5 pattes parce qu'il a à la fois fait un doctorat, il a fait un doctorat en chiffres, il a fait un post-doc, il a décidé de monter sa thèse. Et donc, Amine, merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, donc tu as été dans un des laboratoires de l'université PSL, tu as été à l'école normale supérieure. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Alors, tu n'as que 5 minutes, donc on ne pourra pas tout prendre. Mais qu'est-ce qui t'a décidé à cette folie de décider de créer une boîte, et en plus qui marche? Ok. Ça a commencé en fait en thèse, donc comme tu le disais, j'étais en thèse chiffres chez Saint-Gobain. C'était suivant, en fait, avant la thèse, j'étais pas sûr de faire une thèse et finalement l'applicatif m'intéressait quand même beaucoup. Et en travaillant dans un grand groupe pendant 4 ans, je me suis rendu un peu compte que une grande partie de l'innovation qui se passe en France venait finalement des laboratoires de recherche et qu'il fallait quand même qu'il y ait des gens qui transforment un peu ce qui se passe dans les labos en entreprise. Donc j'avais la chance d'avoir un directeur de thèse qui était aussi très conscient de ça, Lidéric Bocquet, avec qui j'ai fait un postdoc ensuite à l'ENS, et progressivement donc j'ai travaillé sur cette techno qui est assez similaire finalement à ce que je faisais déjà en thèse, donc sur la fabrication additive. Et naturellement, on a décidé de monter une start-up parce que c'était une façon de valoriser finalement. Quand je suis arrivé en postdoc, mon but c'était de faire de la valorisation de la recherche. Donc on discutait avec plusieurs entreprises pour faire du scale-up, pour un peu changer un peu l'emballage finalement de ce qu'on faisait pour que ce soit digeste pour les entreprises et en quelque sorte faire en sorte que ce soit applicable. Et c'était ça la grande partie du challenge. Donc il fallait ensuite se former naturellement, à changer un peu le mindset de chercheur, post-doctorant, à avoir une vision produit, avoir une vision un peu du business. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Et comment tu te retrouves alors un CEO? C'est parce que tu étais volontaire désigné par l'équipe? Est-ce que Lidéric, donc toutes les équipes de l'IPGG ont dit c'est toi? Il y a eu un peu des deux parce que moi je suis arrivé, c'était un peu le deal que j'avais avec les gens du labo qui eux sont permanents et que
moi, finalement, c'était quelque chose qui m'intéressait. Je pense qu'une position permanente comme ça, dans laquelle ils étaient très à l'aise au sein du laboratoire, ils avaient la volonté de continuer à travailler sur leur projet. Et moi, j'avais envie de me lancer dans cette aventure. Donc, le timing était idéal. Donc, il y a eu un ensemble de circonstances qui ont fait que ce soit moi. Alors tu peux nous dire dans l'écosystème quels ont été peut-être un ou deux moments décisifs pour Humming, que ce soit sur le financement, sur l'accueil dans des tiers-lieux, parce que quels sont les moments qui sont marquants, alors même s'il y a plein d'étapes dans cette aventure? Comme tu le disais tout à l'heure, quand on est entrepreneur, on a besoin d'argent. Donc j'ai rencontré Elaya et Anne-Sophie pour commencer à construire justement toute cette partie business. Mais on a aussi beaucoup de besoin d'accompagnement. Donc j'étais incubé chez Agoranov aussi. J'ai eu la chance de profiter vraiment de toutes les parties de l'écosystème. On a eu un peu d'argent au début de la prématuration pour commencer à construire un business model, faire des études de marché, essayer de comprendre. Parce que la difficulté, c'était initialement qu'on avait une technologie, qu'il fallait trouver un peu l'application de la technologie. On a un peu fait presque à l'envers les choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas identifié un problème et on a trouvé une techno qui était, disons, sympathique initialement. Et ensuite, il fallait trouver à quoi ça pouvait servir. Et c'est ça, en fait, qui a fait... Enfin, le fait de trouver ces gens m'a fait changer un peu de mindset. Et on a arrêté de se focaliser un peu avec naturellement cette tendance, quand on sort de thèse, de vouloir approfondir les résultats scientifiques, etc. Mais il faut d'abord aller sur un résultat qui puisse être concrétisé ensuite en start-up, finalement. C'était cette partie-là. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions après. Merci beaucoup, Amine. Du coup, je vais me tourner tout de suite vers Jean-Michel. Jean-Michel, merci beaucoup. Alors, tu fais partie depuis très longtemps dans l'écosystème startup. Je lisais dans les Échos que tu es la fabrique à licorne française. Il y a même des rumeurs qui disent que le Y Combinator aux États-Unis voudrait racheter Agoranov. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Ça dépend peut-être du chèque. Hein. Tu vas nous dire ça. Est-ce que tu peux nous raconter, déjà en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cet incubateur, parce que c'est un incubateur qui a des origines assez anciennes, dans les incubateurs Allègre. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on y fait à Agoranov, pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient venir s'installer, parce qu'en plus, tu es très loin d'ici, géographiquement. Donc, voilà. Et puis, moi, j'ai envie de savoir quand même, et les gens ont envie de savoir, c'est quoi la recette, la sauce secrète d'Agoranov? Pourquoi est-ce que chez toi, il y a autant de licornes, autant de succès? Et en plus, les start-upers qui ont réussi, ils reviennent. C'est-à-dire que quand ils ont fait une exit au Nasdaq, ils reviennent encore chez toi pour refaire une boîte. Il y a bien une raison quand même. Oui, mais ça, c'est à cause de ce qu'ils ont fait dans les fêtes chez nous. Ils sont obligés de revenir parce qu'en fait... Non, pardon, excusez-moi. Je suis déjà très heureux d'être ici aujourd'hui et très heureux d'être et de continuer à être un acteur de l'écosystème PSL. Alors, pour répondre sérieusement... à la question, je viendrai à la fin sur la rumeur par rapport à Y Combinator, bien entendu. Je souhaite aussi répondre à cette saillie-là. Donc Agoranov, c'est une association. Nos locaux, on a 2300 mètres carrés, sont de l'autre côté du boulevard Saint-Michel, d'où l'éloignement qui a été pointé à l'instant par Cédric. Et je suis très heureux d'être ici aussi parce que je connais bien cette maison, puisque j'ai plaisir de présider son comité entrepreneuriat au demeurant. On incube des startups depuis une vingtaine d'années. Donc effectivement, ça fait quelques années. On a eu la chance de voir passer chez nous plein de sociétés qui ont maintenant fait parler d'elles, dont 5 dites licornes, dont Doctolib est la plus connue du grand public, mais aussi 2 startups dans l'IA que sont Shift et Dataiku. Et puis on en a 2 ou 3 autres derrière qui normalement, DNSCrypt, Insect, etc. devraient pas tarder modulo l'état actuel des marchés, à devenir des licornes, puisqu'il y a un petit peu plus de questions qui se posent là en ce moment. Mais ce que je voudrais dire donc on prend une trentaine de projets nouveaux par an sur 300 candidats. On n'a pas beaucoup changé de philosophie depuis le début, c'est-à-dire qu'on continue à prendre des projets très amont, dont 80% sont deep tech, donc je pense que Humming est un exemple tout à fait parfait du type de projet qu'on est susceptible d'accompagner. Mais en fait,
Très sincèrement, et c'est une réponse à la secret sauce, parce qu'on me pose souvent cette question, à tel point qu'on est en train de réfléchir si on peut pas un jour essayer de rédiger quelque chose à ce sujet pour le rendre public, parce que ça nous aura plutôt rendu humbles, en fait, tout ça. Je pense qu'on peut dialoguer avec les fondateurs. Je propose qu'on fasse un brevet d'abord avant de le rendre public. Mais justement, je suis pas sûr que ce soit bien brevetable, parce que, en fait, ce que j'allais répondre, c'est que je pense que ce qu'on sait faire, nous, c'est dialoguer avec les fondateurs. Or, breveter le dialogue, va quand même falloir travailler sérieusement avec des conseils en propriété industrielle pour arriver à en faire une technologie brevetable. Peut-être aux États-Unis, sur les business methods, on peut arriver à faire un truc un peu tordu, mais enfin, ça va quand même être un peu léger. Parce que, non, nous, on sait dialoguer avec des fondateurs. On sait dialoguer, y compris de manière constructive, j'espère. Aussi de manière, parce que dans le dialogue, il y a le fait effectivement de challenger un peu et de faire un certain nombre de choses. Et je pense que c'est notre rôle, je pense que c'est notre devoir aussi jusqu'à un certain point. Et je pense que c'est une des choses les plus fortes qu'on peut faire, particulièrement sur des projets et avec des projets qui sont très en amont. C'est vrai qu'on n'a jamais trop cru à des approches un peu démiurgiques par rapport à la création de start-up dans lequel on allait faire des choses un peu impressionnantes. En revanche, pour nous, l'accompagnement, c'est avant toute chose un dialogue, et puis le fait aussi de faire en sorte que ceux qui se lancent dans cette aventure soient le moins tout seuls possible. Aussi bien au travers de l'accompagnement qu'on peut apporter, mais aussi du fait qu'ils sont assez nombreux, que ce soit physiquement dans l'incubateur et dans ce genre de choses, et qu'il y a non seulement évidemment une dimension de solidarité, mais qu'il y a aussi une réelle dimension d'échange. Je sais que c'est galvaudé, mais je pense profondément, et je connais un nombre incalculable d'histoires, dans lesquelles des choses essentielles se sont dites entre deux fondateurs qui se sont rencontrés pour telle et telle raison, etc. Donc nous, on essaye de faire ça bien. On n'a pas plus de secret sauce que ça. On fait ça et on essaie juste de le faire bien. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Antoine. Pourquoi ? Parce que c'est un... Alors lui, ah oui, vas-y. J'ai pas répondu sur Y Combinator. Il répondu. voulait nous racheter avant la crise. Merci beaucoup. On va avoir quand même des questions, j'imagine, là-dessus. Antoine, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on est aussi très heureux de t'avoir parce que tu es le petit dernier, du coup, dans l'écosystème, beaucoup plus récent. Tu vas nous raconter un peu quelle est cette aventure incroyable de Paris Santé Campus autour de la santé numérique et de montrer le dynamisme, du coup, de l'écosystème français et européen, du coup, autour de la santé numérique. Peut-être un des points qui est exceptionnel, si je devais me poser la question sur Paris Santé Campus, c'est que c'est probablement une des premières fois dans l'histoire où on va avoir les entreprises, les laboratoires de recherche et les étudiants dans un même lieu finalement, parce que avant à l'université, et ça montre aussi la transformation de l'écosystème, dans le sens où on a pu créer ce tiers-lieu. Alors du coup ma question c'est évidemment, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Paris Santé Campus, dans lequel PSL est très très fier d'être un des membres fondateurs, mais aussi de nous dire quelles sont un peu les spécificités de la santé numérique, parce qu'on n'aborde probablement pas aussi les questions dans les domaines, on le sait, des sciences du vivant et de la santé, et alors cette spécificité de la santé numérique. Merci beaucoup Cédric, mais je suis très heureux d'être avec vous pour échanger sur ces sujets qui sont essentiels. Effectivement, donc Paris Santé Campus, c'est la volonté d'élargir encore la vision qui est portée à travers les incubateurs pour construire des vrais écosystèmes complets de recherche. Un petit peu ce qu'on a vu sur la santé dans des grands endroits comme Boston, Bâle ou d'autres sites dans le monde, et qui se sont construits au fil du temps et de façon spontanée, et que là on va construire de façon active dans un lieu emblématique, avec la volonté de rassembler toutes les grandes forces de recherche, de formation, d'innovation et d'entrepreneuriat françaises pour créer une dynamique nationale qui a l'ambition justement de porter la France vraiment dans les tout premiers rangs mondiaux sur le numérique en santé. Le programme existait avant la crise Covid, il a évidemment été renforcé par cette crise, en tout cas sa pertinence, et on a le plaisir d'avoir ouvert un premier site grâce évidemment à tous les membres fondateurs qui accompagnent cette initiative, INSERM,
l'INSERM, INRIA, l'université PSL, tu l'as cité bien sûr, et puis le Health Data Hub et l'Agence du numérique en santé, avec la volonté, comme je le disais, de mettre ensemble des chercheurs, des soignants, des étudiants et des enseignants, des entrepreneurs, des industriels et des institutions, donc vraiment tout un écosystème complet. Et je crois qu'on a vu par exemple à travers le témoignage tout à l'heure à quel point c'était utile quand on a des chercheurs qui développent une nouvelle technologie, d'avoir à côté de la régulation, à côté des fonds, à côté des étudiants qui vont pouvoir recruter quand ils vont grandir, etc. Et donc c'est ce concept qui se déploie et qui porte aujourd'hui vraiment très haut les couleurs de la santé française, avec 4 instituts de recherche portés par PSL, évidemment, sur l'intelligence artificielle, sur l'imagerie, sur les enjeux de modélisation numérique dans la biologie, et puis un dernier sur les enjeux sociologiques, économiques et éthiques des données de santé. 60 startups qui sont installées, et puis des grandes institutions comme la HAS, la CNIL, la CNAM, la NSM, plein d'acronymes très compliqués pour ceux qui ne font pas de la santé, mais qui sont des acteurs essentiels pour accompagner les entrepreneurs à comprendre comment est-ce qu'on va penser du market access, quelle est la timeline pour arriver à valider ou certifier un dispositif médical, etc. L'ensemble est évidemment très en lien avec tout l'écosystème, notamment des incubateurs franciliens et nationaux, et une volonté d'animation de tous ces acteurs qui est très forte à travers des événements, de la formation et des réflexions stratégiques justement sur tous les enjeux du numérique en santé. Donc c'est vraiment cette idée qu'on déploie. Je crois que là aussi le monde de la santé a vu à travers la crise Covid la valeur du rassemblement, la valeur de la collaboration, et ça peut sembler être une lapalissade, mais ce n'était pas complètement évident pour certains des acteurs de la santé qui sont parfois un petit peu en silo. Et donc à travers cet écosystème qui est créé par Paris Santé Campus, c'est vraiment la volonté de décloisonner, d'accélérer, de faciliter justement l'entrepreneuriat. Et peut-être un dernier mot avant de te rendre la parole. On a vu, et vous le partagez tous, l'évolution complètement exponentielle des cycles d'innovation. Oser aujourd'hui trouver les bons ingrédients, trouver les bons acteurs pour proposer des projets innovants dans la santé, c'est absolument essentiel pour être préparé aux grandes urgences de demain ou aux grands enjeux d'aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine. Je suis donc aujourd'hui une start-up issue de PSL, j'ai une techno, je peux déjà venir m'installer à Paris Santé Campus ? Bien sûr, on a un site internet sur lequel il y a un lien de contact et de candidature, donc c'est très très simple, parissantécampus.fr. Et l'intérêt, c'est qu'on a dans notre écosystème d'entreprises, pas uniquement des entreprises qui sont sur un segment de leur croissance, mais vraiment des très jeunes entreprises, des plus évoluées, des PME, des ETI, des grands comptes. Et donc c'est vraiment là aussi toute cette notion d'écosystème qui va travailler ensemble, qu'on crée. Et donc évidemment, on est ravis de recevoir des candidatures à travers ce site internet. Merci beaucoup Antoine. Alors je vais me tourner vers mes collègues. Je vais commencer par Alix. Merci beaucoup d'être là. Alix, du coup j'ai une première question. La région Île-de-France a toujours été présente pour nous accompagner, PSL, aussi bien d'ailleurs sur les étudiants entrepreneurs. Toujours eu cette volonté d'accompagner sur l'entrepreneuriat aussi étudiant, mais également sur l'entrepreneuriat deep tech, au travers notamment de financement. Alors du coup, peut-être ma question, c'est aujourd'hui, je suis un start-upper, j'ai besoin d'argent, donc évidemment dans l'écosystème, il y a plein de façons. Est-ce qu'on vient taper à la porte de la région ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut recevoir des financements ? Comment ça marche ? Alors, merci de cette introduction. Là, peut-être je vais redire quand même quelques mots sur la politique générale de la région, puisque vous dites que ça fait longtemps qu'on accompagne, mais c'est pas si récent que ça qu'on accompagne côté étudiant. Donc on a un rôle évidemment dans le développement économique, pour lequel on a depuis longtemps des dispositifs et des accompagnements pour les entreprises, même sur des projets de recherche assez amont, de recherche et développement. On a accompagné les acteurs pour la construction des incubateurs, de toutes ces étapes. Et puis, vous avez mentionné, c'est aussi comment attirer les talents, et on a besoin d'étudiants, de jeunes, et un devoir d'accompagner un peu cette transformation, parce que c'est relativement récent quand même, cette notion d'étudiants entrepreneurs.
présidente de la région, comme vous le savez, a été ministre pendant 4 années de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. À l'époque, il y avait le I. Et quand elle est arrivée à la région, elle a vraiment eu le souhait de développer cette partie étudiante qui n'existait pas. Donc ça, c'est important de le redire parce que c'est récent. L'objectif, donc je crois qu'elle est rentrée convaincue de ces 4 années au ministère de plusieurs choses, l'intérêt de la recherche et les capacités de la recherche à répondre à des questions, à des grands enjeux, à accroître la connaissance, mais aussi pour certaines disciplines peut-être plus que pour d'autres, d'accompagner et de permettre la création d'entreprises. On a 40% de la recherche publique et privée en Île-de-France, c'est quand même important de le rappeler, et 35% des étudiants au niveau national. Donc, pour en revenir à la question des étudiants, c'est important à la fois de leur permettre de pouvoir poursuivre sur différents parcours. Le parcours de l'entrepreneuriat, c'est un parcours assez récent et dont les universités se sont saisies assez récemment également aussi. Je pense que le président de PSL sera d'accord. Alors, comme certaines écoles, on a beaucoup parlé de l'Evinaire aujourd'hui, c'est vrai que certaines institutions étaient déjà sur des accompagnements plus complets que d'autres, mais là il y a vraiment une transformation sur ce sujet de l'entrepreneuriat étudiant. Donc nous, on accompagne. Alors bien sûr, il y a plusieurs collaborateurs qui sont dans la salle, hein, Sandrine Cruzy, Romain Vidal et Soufiane Cavaillé, que vous connaissez probablement et qui travaillent au pôle Trésor et qui, il y a une adresse générique à laquelle n'importe quel francilien peut écrire et répondre. Donc nous, notre rôle, il est vraiment beaucoup d'accompagner les établissements. Alors on accompagne un certain nombre d'incubateurs, de grands campus, mais pour les étudiants, on travaille beaucoup avec les pépites. On a un certain nombre d'initiatives. J'ai une petite anti-sèche parce que j'ai vu que le président en avait pris une, donc pour être sûr de rien oublier. On intervient un peu à 3 niveaux. La partie sensibilisation et détection des talents, pouvoir accompagner les jeunes, pouvoir en parler, pouvoir leur offrir finalement cette possibilité de devenir entrepreneur. Ils n'ont pas tous vocation à devenir entrepreneurs, mais c'est bien qu'ils sachent qu'ils peuvent le faire. La partie maturation, puis la partie accélération de leur projet. Donc on travaille avec, par exemple, l'association, enfin les Entrep en Île-de-France. On a des aides financières, hein, des chèques 1 000 € pour une 60aine de projets accompagnés, sélectionnés par les pépites, qui permettent d'accompagner un jeune individuellement. On contribue à l'organisation de colloques et d'événements organisés par les universités. Alors j'ai le nom de Zeugma pour PSL, qui est un programme important déployé par PSL, ouvert à toutes les pépites aussi, qui permet de sensibiliser les doctorants à l'entrepreneuriat. Et puis sur la partie accélération, c'est tout l'accompagnement que la région fait sur les pépites start-up Île-de-France et les prix. Donc il y a des prix pépites Île-de-France donnés par la région et qui permettent d'accompagner individuellement un étudiant entrepreneur pour une durée un peu plus longue de 6 mois pour l'accélération et la maturation de son projet. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de dispositifs et tant mieux, parce que je crois que dans l'écosystème, il n'y a pas une seule réponse à chaque fois. Donc on aura l'occasion aussi de discuter de ça, puisqu'on a vu les noms, on les a notés. Donc au déjeuner, les chercheurs vont pouvoir aller venir demander des financements et des soutiens. Merci beaucoup. Anne-Sophie, merci beaucoup d'être là. C'est évidemment un plaisir, parce que quand on regarde le chemin parcouru
aujourd'hui, on a la chance de faire, c'est le deuxième Deep Tech Tour, mais quand on regarde la transformation de l'écosystème, quand on a décidé ensemble avec Elaya de lancer un fonds Deep Tech, l'un des premiers en France, c'était pas forcément gagné à ce moment-là. Et aujourd'hui, le fonds a permis d'accompagner beaucoup de startups, évidemment de PSL, puisque c'était l'idée là-dessus. Alors peut-être ma première question qu'on a envie de te poser, c'est vous regardez quoi chez un projet entrepreneurial? C'est quoi les cases qu'il faut cocher pour avoir de l'argent d'un fonds d'investissement? Et puis je veux bien que tu nous racontes un petit peu quand même, puisque c'est quand même beaucoup grâce à toi que le fonds a été possible. C'est l'occasion aussi de te remercier aujourd'hui. Raconte-nous un peu l'aventure de comment s'est fait ce fonds, ce PSL Innovation Fund avec Elaya, et puis de nous dire quand même, il faut quoi pour avoir de l'argent de ce fonds-là quand même? On veut le savoir. Merci et merci de ton invitation et de l'invitation de toute l'équipe PSL, en particulier le président Fuchs et également Bruno Rostand et son équipe. Alors, qu'est-ce qu'on regarde dans une start-up quand on est un fonds? Alors, il y a ce qu'on regarde, nous, fonds Elaya, et puis il y a les efforts particuliers qu'on fait pour les startups qui sortent de PSL, parce qu'on a vraiment une façon de travailler ensemble qui marche très bien. Et c'est vrai qu'il y a un petit privilège pour les startups qui viennent de PSL. Alors, qu'est-ce qu'on regarde en premier? C'est l'équipe. 60% d'une décision d'investissement, c'est des gars brillants comme Amine. Et c'est pour ça qu'on va décider de s'intéresser à cette boîte. Après, évidemment, on va regarder la taille du marché et le fait que cette équipe a ou pas trouvé une innovation, puisque nous, on investit dans l'innovation chez Elaya, l'innovation un peu breakthrough qui permet de faire un premier épisode de produit, ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product. Et on se dit, est-ce que ce produit va rencontrer le marché, ce qu'on appelle en anglais le market fit, sur cet immense marché, et est-ce que ce produit aura un différenciant? Mais c'est vraiment toujours dans cet ordre qu'on regarde l'équipe, le marché, et le différenciant du produit pour rencontrer le market fit. Alors après, quand on travaille avec Cédric, avec Bruno ou Carla et Inès dans leurs équipes, on va aussi s'intéresser particulièrement à la technologie sous-jacente et à son potentiel sur ce marché. Et on va parfois franchir un peu la barrière du Startup Studio tous ensemble et finalement contribuer à constituer l'équipe. Parce que la première fois que j'ai vu Amine, il n'était pas du tout dans la société Huminc. Et même si tu avais, toi, des aspirations, je pense que ton patron de l'époque, il t'aurait bien gardé dans son labo. Et ce n'était pas immédiat qu'on arrive finalement à faire basculer Amine côté start-up si vite, au moment où Huminc se montait. Donc vis-à-vis de PSL, on regarde le potentiel de l'innovation et du marché et finalement, alors même que l'équipe n'est peut-être pas forcément constituée, on va même se retrousser les manches avec Bruno, avec Cédric pour contribuer à construire l'équipe. Donc c'est un peu paradoxal, ma réponse, parce que je dis on regarde l'équipe, mais chez PSL, même quand il n'y a pas d'équipe, on regarde quand même. Donc c'est un peu la magie de ce partenariat ensemble. Alors si on revient sur ce partenariat, comment il est né? C'est vrai que chez Elaya, c'est très naturel pour nous d'être là avec vous, les chercheurs aujourd'hui, parce que chez Elaya, un tiers d'entre nous sont des anciens chercheurs. Donc on a tous mal tourné, puisqu'on est côté de la face sombre de l'argent. Mais c'est vrai qu'on a un agrégé de mathématiques, un agrégé de biologie, des thésards en intelligence artificielle. Donc on a cet ADN qui fait qu'on est resté très proche des laboratoires et qu'on y passe très volontiers beaucoup de temps. Je pense pouvoir dire que quasiment un jour sur deux de la semaine, il y a quelqu'un d'Elaya qui est dans un labo chez le président Fuchs. Donc d'abord, merci pour votre accueil, merci de rendre ça possible. Mais on est heureux de ça. Et c'est vrai que quand on est une équipe de porteurs de projets qui monte un projet très technologique, c'est important de trouver un investisseur qui va avoir cet ADN tech et qui va surtout, mais c'est ce que disait Jean-Michel, savoir dialoguer avec vous. C'est vrai que parler le chercheur, parler le scientifique, il faut un petit peu de practice relationnelle. C'est pas exactement la même chose que de parler. Dans ma jeunesse, j'ai fait du LBO, j'ai travaillé avec des boîtes beaucoup plus matures. Le dialogue n'est pas le même. Bon, ben voilà, chez Elaya, on aime les chercheurs, on aime leur parler et on leur parle assez naturellement. Donc on a toujours investi dans des boîtes deep tech. Ça fait 20 ans qu'on fait ce métier. Depuis 2002, Elaya est une société indépendante d'investissement dans des startups innovantes. Donc maintenant, on est une trentaine d'investisseurs, indépendants parce qu'on possède nous-mêmes le capital de la société de gestion. Donc c'est une activité régulée par l'autorité des marchés financiers. Et on est donc nous-mêmes une PME d'investissement, d'ailleurs une PME en croissance. On a triplé de taille depuis 5 ans qu'on travaille ensemble avec Bruno Rostand. Et donc avec cet ADN très tech dans l'équipe, eh bien depuis 20 ans,
On a fait 4 générations de fonds d'investissement dans des startups deep tech, nous aussi avec quelques licornes, et avec cette practice qu'on avait au cas par cas, avec des gars comme Shift Technologies, dont certains étaient des thésards d'intelligence artificielle, on investissait des projets montés par des chercheurs. Ça restait anecdotique. Et puis, il y a eu la rencontre avec PSL, avec Bruno, avec Alain Fuchs et Cédric. Et là, on s'est tous dit, en fait, cette idée d'investir dans des startups qui viennent de la tech, c'est peut-être le moment de scale up l'idée et de se dire comment accélérer. Donc, il y avait des gars géniaux comme Jean-Michel, qui avait déjà travaillé sur ces sujets, comme Jacques Lévinaire, qui était un peu l'homme aux 1000 brevets. Mais à l'échelle de l'université, comment faire que dans chaque établissement, on va avoir des boîtes qui vont naître et on va savoir les porter vers le développement et le succès. Et finalement, un fonds d'investissement, c'est ça notre rôle, c'est de vous aider à identifier, comme on l'a fait avec Amine, très tôt le potentiel du technologie et le bon moment pour ensemble décider que c'est là qu'il faut staffer, c'est là qu'il faut construire. Et nous, on investit parfois même donc à la création de la boîte. Mink, on a investi à la création de la boîte. Et donc, voilà, nous, chez Elaya, on a répondu à un appel d'offres qui a été fait par Paris Sciences et Lettres. Il fallait une société de gestion qui ait cette habitude des boîtes très innovantes de chercheurs. Donc, c'est assez naturellement qu'on a gagné cet appel d'offres. Et il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis. On a levé 76 millions, c'est la taille du fonds PSL Innovation Fund. 76,5. Oui, 76,5, tu as raison de le préciser. Et la nouvelle très très importante, c'est qu'on a eu beaucoup d'argent privé dans ce fonds. Et ça, c'est un marqueur qui est très fort. Ce n'est pas que de la subvention ou des investissements de soutien de nos acteurs publics bien aimés. Il y a aussi des grandes banques, des assureurs, toute la galaxie des investisseurs privés de premier plan aux investisseurs institutionnels qui sont venus soutenir le fonds PSL. Et avec cet argent, on a constitué un portefeuille de 19 startups, dont 6 sont vraiment des créations, c'est-à-dire qu'on a investi à la création de la boîte, comme avec Amine. Donc ça, c'était quand même vraiment... On n'imaginait pas avec Bruno Rostand qu'on ferait autant de créations de boîtes. Et c'est la preuve que le modèle, il a marché au-delà de nos espérances. Et aujourd'hui, on en parlera en AG la semaine prochaine, mais on peut dire que la préfiguration de performance de ce fonds, et donc de la performance des boîtes, va être très bonne. Donc le modèle a très bien fonctionné. Merci Anne-Sophie, on va avoir l'occasion d'y revenir et sans parler de l'impact, on en parlait avec Bruno et Carla, une des entreprises Akemia dont on va parler tout à l'heure, nous disait qu'il a 40 CDI scientifiques et ça je pense qu'il faut aussi pas l'oublier, c'est-à-dire que les externalités en termes d'impact et de création d'emplois sur ces métiers ultra qualifiés, que des PhD, c'est vraiment super, c'est génial, merci beaucoup. Alors on a du temps, vous avez respecté le timing, donc on a du temps pour les questions. Je vais demander donc à ceux qui vont prendre les questions, mon téléphone a vibré, j'en ai déjà reçu, mais de bien parler dans le micro, voilà, pour ceux qui sont en ligne, les plus de 280 qui se sont inscrits, qui sont en ligne et qui nous suivent. Alors, qui veut prendre la première question? S'ils sont modestes ou timides. Ah, Bruno. Bonjour, allô, ça marche? Parfait. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je voulais faire un commentaire et une petite question associée. J'ai beaucoup apprécié la diversité du panel et je note qu'à part Cédric, qui fait le monsieur loyal et le modérateur, aucun de vous n'est ici en tant que représentant d'une université. Et pourtant, vous vous rencontrez ici aujourd'hui grâce à BPI France et à l'invitation de l'université PSL. Donc je trouve que c'est un truc à noter, l'université comme lieu de rencontre, comme carrefour de vos cultures, pratiques, expertises différentes. Et la question associée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous vous rencontriez mieux, plus vite, plus efficacement, etc. Qui veut répondre à la question? Antoine, toi qui as un bar avec une licence 3, est-ce que tu as une... Tu veux parler de la licence 4? Écoute, si c'est pas une rumeur, non, alors... Non, je pense que l'université, moi je suis parfaitement d'accord avec ça, c'est un creuset de rencontres, de création de savoir. Et ce qui est très très important, c'est à travers Paris Santé Campus, à travers Agoranov, à travers d'autres lieux comme ça, qu'on arrive à faire des ponts avec des expertises, avec... des accompagnements qui vont être essentiels pour ouvrir nos jeunes étudiants. Aujourd'hui, dans la santé, une des spécificités, c'est qu'on a des métiers qui évoluent en permanence
Et au-delà de la formation initiale, l'université est un des lieux d'accompagnement justement de ces formations, de ces nouvelles compétences, etc. Et donc qu'on soit capable de mettre en place en permanence des liens qui font des allers-retours entre les écosystèmes dans lesquels les universités sont présentes. On a dit que PSL était vraiment un des membres piliers fondateurs de Paris Santé Campus et de beaucoup d'autres initiatives. Je pense que c'est extraordinairement important et on le voit aussi avec l'évolution des métiers. On ne connaît pas les métiers qui seront nécessaires demain, d'arriver à faire ces allers-retours permanents justement avec le monde de l'université où se forge la connaissance, c'est absolument essentiel. Merci beaucoup Antoine. J'ai des questions qui ont été envoyées en ligne, qu'on m'a envoyées. Il y a une première question qui est justement peut-être Anne-Sophie qui va être pour toi. La question c'est, dans ton discours, tu as évoqué que vous accompagnez les startups, donc finalement vous n'êtes pas qu'un investisseur, vous êtes là-dessus. Et donc quelle est l'évolution de ça, puisque finalement une des clés du succès c'est cet accompagnement. Est-ce que vous allez vous transformer finalement en incubateur Startup Studio? C'est ça la question. Alors non, il n'y a pas de révélation à faire aujourd'hui. On travaille assidûment avec des incubateurs géniaux comme Agoranov, donc on n'a pas vocation à devenir un incubateur systématique. Après, on a fait ce job d'incubation de boîtes de manière assez exceptionnelle dans le cadre du partenariat Ensemble, parce qu'on a un travail de terrain, de proximité qui le rend possible. Avec Bruno et Carla, on a des réunions toutes les semaines, et ça nous permet, quand on veut construire une boîte, de le faire ensemble à 4 ou 6 mains. Donc c'est un accompagnement qui est très spécifique et ça rejoint la première question que tu posais précédemment. Finalement, moi j'ai rencontré Humming, en l'occurrence c'était donc un des fondateurs scientifiques de la boîte, Lidéric Bocquet, à l'occasion d'un événement de PSL où il m'avait demandé de participer. Il faut qu'on fasse plus d'événements. Je vais me tourner vers mon président pour qu'on fasse plus d'événements. Voilà. On le sait, on est totalement à votre disposition pour venir intervenir, venir partager des expériences dans le cadre d'événements. Et en fait, dans la salle, il y avait Lidéric. Et à la fin de mon intervention, il est venu me voir et il me dit « Je crois que j'ai envie de travailler avec toi. Et j'ai une idée, est-ce que tu penses que ça peut marcher ?» Et donc, c'est là qu'on a fait cet acte d'accompagnement. Moi, j'avais un ancien entrepreneur dans mon portfolio Elaya, Christophe, qui avait travaillé sur des secteurs qui ressemblaient un peu à l'innovation présentée par Lidéric. Donc, je l'ai appelé en référence call pour lui dire « Tiens, il y a une équipe incroyable, l'Institut Berger de Gênes, ils ont inventé ce diapason qui fait vibrer des pipettes, qui pourrait du coup écouler de l'encre hyper visqueuse. Est-ce que tu penses qu'il y a un marché ?» Il me dit « Bouge pas, j'appelle le client chinois à qui j'ai vendu ma précédente boîte, je te dis s'il y a un intérêt. » Et il m'a confirmé l'intérêt du marché. Et du coup, il m'a dit, si tu veux, je veux bien aider l'équipe que vous montez pour ce projet. Et donc, ça a été la première étape d'accompagnement. Ça a été l'amorce d'un début de création d'équipe. Ensuite, on est allé en parler avec Lidéric et Amine, qui travaillaient sur le projet. Et on a eu cette audace. Moi, j'avoue, je pose toujours les questions. Après, des fois, on me dit, écoute, c'est mal élevé de poser cette question. Mais j'ai demandé, est-ce qu'on peut embarquer Amine ? Il a l'air d'être fait pour le job. Bon. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'à l'université PSL, il y a cette bienveillance, et là je remercie le président, il y a cette ouverture vis-à-vis de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de mauvaise question. Donc c'est vrai que je pense que Amine, il aurait été fabuleux à faire l'entrepreneur en résidence, à incuber start-up après start-up à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, mais on avait besoin de son casting à ce moment-là pour monter cette boîte précise et toute l'université a été finalement bienveillante par rapport au projet. Donc ça, je trouve que c'est une grosse chance de PSL et c'est là que finalement on se retrouve à faire une espèce de job de start-up studio. Mais c'est parce que les conditions avec PSL le permettaient. C'est pas parce que Elaya, on a envie de devenir un incubateur. Merci beaucoup. Le temps encore pour une dernière question. J'en prends encore une. Je pense que la question va être pour Amine. Quand on est entrepreneur dans la partie deep tech, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui est manquant selon vous, selon toi, dans l'écosystème aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'il y a de l'argent, qu'il y a des tiers-lieux, il y a du support. Qu'est-ce qui est manquant aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Honnêtement, je pense que en France, on a vraiment la chance d'avoir cet écosystème déjà. C'est-à-dire avant de commencer par ce qui manque, c'est bien noter tout ce qu'il y a, parce que sortir du labo comme ça, enfin, la démarche est très compliquée. Trouver les financements, que ce soit à l'université, on a eu la chance d'avoir un financement avec Bruno avant même que la start-up existe. Donc tout ça, c'est des choses qui existent, qui ont vraiment le mérite de pouvoir accompagner ces projets.
si on devait vraiment dire qu'il y a quelque chose manqué, ce serait peut-être plus former tous les acteurs en fait qui interviennent dans la création d'une start-up. Donc effectivement, il y a les entrepreneurs qui décident de sortir du labo, de leur parcours pour créer une start-up, mais aussi tout l'écosystème des chercheurs, leur dire qu'effectivement cette technologie ou ce projet de recherche pourrait finalement donner quelque chose. Et je trouve que les universités constituent pour quasiment tous les projets un magnifique vivier pour tester en fait leur technologie, quelle qu'elle soit. Donc nous, on a beaucoup d'applications où on va discuter avec des laboratoires. Et finalement, c'est des gens qui sont en amont de la recherche, qui sont finalement très deep tech, mais deep tech au labo. Et on peut tester notre technologie avec eux et on fournit beaucoup d'efforts pour aller les chercher. Ça se fait au détour d'événements, ça se fait au détour de discussions, la pause café. À Agoranov, par exemple, ou à PCUp, où on est aussi incubé, il y a beaucoup de choses qui se font autour de la machine à café, finalement, avec d'autres entreprises, d'autres startups qui sont incubées. Ça manque peut-être un peu de ramener tous les chercheurs avec leur sujet où ils pourraient présenter. Donc j'ai cette problématique de façon informelle. Et je pense qu'il y a beaucoup de solutions où on n'est pas forcément au courant. Et d'une façon ou d'une autre, on pourrait faire un effort pour aller chercher aussi ces sujets-là. Merci beaucoup Amine, ça me permet du coup de rappeler et de remercier les équipes innovation entrepreneuriat de PSL, évidemment Carmen Bruno, mais aussi toute l'équipe derrière, de rappeler nos 3 missions. On a 3 missions, on a une mission de sensibilisation, donc au travers de la formation, de l'accompagnement, le programme PhD, donc on est là à votre service au sein de l'université pour tous les doctorants, tous les chercheurs. Une deuxième mission qui est d'accompagner sur les questions très techniques, de valorisation, de pays, savoir est-ce qu'on parlait des brevets, on est là aussi pour ça dans cette deuxième mission. Et puis la troisième mission aussi de vous connecter à l'écosystème de financement. Donc on a les actions qu'on a développées au sein de PSL, mais aussi sur les tiers acteurs autour de la région, de vous orienter vers le concours iPhD, iNov, toutes ces questions-là. Et donc on est à votre service parce que fondamentalement ce dont on a besoin, et j'y reviendrai, c'est de femmes et d'hommes pour porter les projets. Ça a été rappelé, on a les technologies dans nos laboratoires, on a des super chercheurs, l'écosystème est là, mais avant tout ce qu'on a besoin c'est de gens pour porter les projets. Et donc nous on est modestement là pour vous accompagner. Merci à vous 5. On va avoir l'occasion de partager, pour ceux qui peuvent rester, un petit sandwich et pour continuer les débats. Merci à toutes et tous. Et bravo. Merci.